J'ai écrit un petit truc parce que comme je bafouille, je vais lire un tout petit peu. Alors, bonjour, je suis Elisabeth Garouste, membre de la DAGP et de la Commission des Arts appliqués. J'avais suggéré le nom de Pablo Reynoso pour la deuxième session du cycle de rencontres Polyvalence, tout simplement parce que j'aime tout particulièrement son travail, ses réalisations et sa position dans le champ du design. Et c'est pour nous une grande chance qu'il ait accepté cette rencontre aujourd'hui, qui va être passionnante. Je pense qu'intrinsèquement, Pablo Reynoso est un artiste, plus particulièrement... On entend mal. Il faut parler plus fort. Alors, je pense qu'intrinsèquement, Pablo Reynoso est un artiste, plus particulièrement sculpteur. Je sais qu'il aime et qu'il a mis... jeune carrément, la main à la pâte, travailler la matière, peut-être plus particulièrement le marbre et le bois, et qu'il trace un chemin qui l'emmène vers un va-et-vient entre le design à vocation industrielle ou tout au moins fonctionnel. C'est ainsi qu'après de pures sculptures, il entre dans le champ plus spécifique du design et crée et conçoit pour le secteur du luxe, pour Givenchy, Kenzo, LVMH et d'autres. Puis une articulation entre une sculpture libre comme l'air, les respirantes, un travail assez conceptuel. Et ce qui me semble un aboutissement, c'est une relation entre l'œuvre d'art, l'environnement naturel et la fonction. C'est ainsi que naissent ces magnifiques bancs spaghetti en bois ou acier. Voilà un bref résumé de mon ressenti et d'approche de l'œuvre de Pablo. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord, il va peut-être conclure autrement. Je voulais juste profiter égoïstement de ma prise de parole pour le remercier chaleureusement, sincèrement, l'engagement de Pablo auprès de notre association La Source, qui met l'art au service du social auprès des enfants et des jeunes en grande difficulté, en offrant chaque année une sculpture. Voilà, petite introduction. Je crois qu'Henri-François, vous avez quelques mots à nous dire en introduction. Merci Elisabeth Garouste pour cette première présentation de Pablo Reynoso. Oui, bonjour. On m'a demandé effectivement d'introduire un petit peu cette rencontre, parce qu'effectivement, c'est ce que disait Pablo tout à l'heure, je suis à l'origine de cette réalisation. Alors je vais un peu raconter comment ça s'est passé. D'une part, je connais Pablo quand même depuis très très longtemps, sinon effectivement ça n'aurait pas eu lieu. Je ne sais pas, 35 ans à peu près. Bon. Donc je connaissais bien son travail, je l'avais en tête. Bon. Et puis de l'autre côté, parce qu'il faut toujours deux côtés, je connaissais bien aussi la Corée, et notamment Libae, l'artiste Libae qui est ici, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Et je suis allé très très souvent, d'ailleurs grâce à lui, en Corée, je dirais peut-être entre 25 et 30 fois, dont la première fois, c'était en 1994. Et depuis cette période-là, j'y vais régulièrement et j'accompagne le travail de Libé. Et grâce à Libé, dès le milieu des années 90, j'ai rencontré une galeriste qui est aujourd'hui l'une des plus importantes galeristes coréennes et qui s'appelle Jo-Yoon, la galerie Jo-Yoon, qui est basée à Busan. Et effectivement, en allant régulièrement là-bas, j'ai découvert ce qu'était cet endroit que Pablo après a beaucoup vu, avec lequel il a travaillé. Et un jour, en étant là-bas, il y avait des constructions très importantes, avec des nouveaux immeubles, très très beaux d'ailleurs, sur l'équivalent d'un remblai, comme à la Baule, je dirais. Et je me suis dit, tiens, je verrais bien là une sculpture et un banc spaghetti, ne serait-ce que pour regarder la mer, de Pablo. Alors, j'en ai fait part tout de suite à Libé, qui a été effectivement un intermédiaire très important dans cette histoire, puisqu'il parle la langue, le coréen, ce qui n'est pas mon cas, et encore moins, je crois, le cas de Pablo. Et donc, Libé nous a beaucoup aidés. Et Libé m'a dit, écoute, la prochaine fois que tu viendras à Busan, apporte la monographie, sur laquelle on avait d'ailleurs travaillé aussi ensemble. Et je suis parti en avion avec 2 monographies. Donc, le bagage était très, très lourd, évidemment, parce qu'elle est splendide et importante. Et j'en ai donné une à Libé, je crois, et l'autre à la galerie sur place. Et puis petit à petit, je dirais que le spaghetti a germé dans leur esprit, puisque
la galerie a beaucoup regardé ça, Libé est beaucoup intervenu, et petit à petit, effectivement, ce projet a pris corps, si je puis dire, parce que c'est même un grand corps, vu que tu m'avais dit un jour que si on déployait effectivement toutes les lignes de ce projet, c'était la plus grande sculpture que tu n'as jamais réalisée. Donc, oui, c'est 100 mètres, je crois, de linéaire. Voilà, c'est ça donc elle est très, très importante. Et donc voilà, la chose s'est faite. Pablo vous dira tout à l'heure, elle ne s'est pas faite simplement parce qu'effectivement, on est dans l'espace public, on est en Corée. Il vous racontera ça, on est dans un endroit qui est très, très particulier parce qu'il y a beaucoup de vent, parce qu'il y a des typhons, parce que ceci, parce que cela, mais ça, vous l'aborderez. Et donc voilà, mais le début, c'est ça, c'est une espèce... Et les deux choses que j'ai envie de dire avant de terminer là, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été concerté, ça n'a pas été pensé, c'est la définition même de projet qui émerge comme ça, parce qu'on a une idée, un flash, ça peut être dans l'avion, c'est un peu le principe Eureka, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est, je le dis systématiquement par rapport aux artistes et aux galeristes d'ailleurs, c'est à quel point une monographie ou un gros livre comme ça est important quand on veut décrocher justement des projets très importants aussi. On ne peut pas arriver avec des petits catalogues, et c'est vrai que quand on arrive avec une monographie de ce type, ça, je dirais ça en impose. Il y a une crédibilité qui se crée qui est très importante. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Karine, vous travaillez avec Pablo à l'atelier, est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse du projet? Et peut-être j'avais une question dans la suite de ce que vient de dire Henri-François. C'est qui est le commanditaire en fait de cette commande? Oui, tout à fait. Alors, je me présente, moi je suis Karine Besson, je travaille avec Pablo en tant que studio designer depuis maintenant presque 6 ans, un peu plus de 6 ans. Et sur ce projet-là, je l'ai épaulé pendant les étapes de conception, de production, de transport et d'installation. Et donc le commanditaire finalement de cette œuvre c'est un promoteur coréen assez connu et important là-bas, qui s'appelle LCT, et qui a eu pour ambition de construire sur ce front de mer à Busan. Donc la plage s'appelle Haeundae Beach, et c'est un endroit assez prisé des Coréens, qui est comme une petite promenade des Anglais, on pourrait dire. Et donc ils ont fait la construction de 3 tours, en fait, 3 gratte-ciel assez hauts, puisque ça s'élève, je crois, à plus de 400 mètres de haut. Et donc en Corée, quand il y a une construction dans l'espace public, que ce soit privé ou public, il y a une partie du budget qui est allouée à des œuvres pour l'espace public. Et une fois qu'un projet est né comme ça, il y a une commission qui est une commission mixte ici qui se passait avec le conseil municipal de la ville de Busan et qui approuve les projets. Donc on présente les projets, il y a des délibérations et en fonction de ces délibérations, les projets sont approuvés. Donc c'est à la fois des élus qui sont présents dans la commission et à la fois des gens des services municipaux. Alors je pense que c'était services techniques, urbanisme, voilà. Donc c'est un mix. Et les projets sont présentés et approuvés par cette commission et ensuite peuvent exister dans l'espace public. Et la galerie dont vous parliez, Henri-François, a donc joué un rôle dans cet échange, c'est ça? Avec le promoteur. Elle a joué un rôle essentiel parce que je pense qu'il fallait une représentation de galerie sur place. C'était l'interlocuteur privilégié de tous les commanditaires. C'est ça. Oui, c'est le maillon, c'est le lien, enfin je dirais, c'est comme l'agent de l'artiste sur place. Exactement, je crois que sur place, Libé a joué un grand rôle d'ambassadeur aussi. Voilà, entre Pablo, enfin nous, Pablo et la galerie, mais ensuite c'est la galerie qui est l'interlocuteur privilégié des différents commanditaires. Tout à fait. Et Karine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée en fait justement cette commande à partir de cette première intuition que vous avez eue, vous, Henri-François, et jusqu'à évidemment la confirmation de cette commande et ensuite sa réalisation? Je crois que vous avez été confronté, Pablo, à aussi un timing assez serré. Et donc une urgence quand même de sortir cette œuvre malgré pas mal de contraintes. Donc racontez-nous, Karine. Oui, tout à fait. En fait, la demande, elle a été formulée à Pablo par la galerie en tout début janvier 2019 et le projet, il a été installé en octobre 2019. Donc ça fait 9 mois.
Et il faut savoir que donc, pour 100 mètres de sculpture, c'est quand même assez long parce qu'il y a des délais qui sont incompressibles, le délai de production, de transport. Donc ça a été un peu à marche forcée pendant ces 9 mois-là. Ça a été assez challengeant et puis ça nous a permis de voir comment travailler en marche forcée. Et donc quelques dates un peu clés. En avril 2019, on a commencé la production. Il y a eu une première délibération avec le conseil municipal de Pusan en mai. Ensuite, il y a eu une deuxième délibération. Bon, ça, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Les premières œuvres, elles sont parties en cargo fin juillet. Les dernières œuvres, elles sont arrivées mi-septembre. Donc cette marche forcée tout l'été de production, transport, c'était assez complexe. Parce que la production s'est faite entre la France et la Corée. Voilà, c'est ça, il y a eu, exactement. Il y a eu deux équipes ou 2 temps de production, c'est ça? Oui, 2 équipes et 2 temps, exactement. Il y a eu une équipe de production en France, qui est la fonderie de Coubertin, avec laquelle on a l'habitude de travailler. Donc le rapport de travail est assez facile et voilà, habituel. Et une équipe en Corée qui a assuré la peinture en fait, de l'œuvre et le montage, et ensuite l'installation sur place. Et donc voilà, ça a été assez challengeant. Et donc une fois que toutes les œuvres étaient arrivées sur place, etc., montées, prêtes à être installées, un typhon frappe la Corée et la ville de Pusan. C'était en septembre, en fait. Parce que dès le début du projet, nous, la date butoir, c'était le 30 septembre. Les œuvres devaient être installées avant le 30 septembre. C'était dans le contrat, quoi. C'était vraiment contractuel, sous peine de pénalité, etc. Mais bon, cas de force majeure, typhon, tout est bloqué, le chantier ferme. Et donc, on repousse les dates de voyage, etc. Et on a fini par pouvoir aller installer l'œuvre en octobre 2019. Mais donc, au moment de l'installation, il fallait aussi, après, faire des ajustements. Et ces ajustements-là ont été bloqués quelque part parce qu'en février 2020, le coronavirus ferme les frontières de la Corée et donc rend les choses encore plus complexes. Et donc, une dernière partie des œuvres ont été envoyées en mai, et on a eu l'accord final de bonne réception de la sculpture en octobre 2020. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour vous faire un petit récapitulatif un peu des étapes. Et puis, je vais laisser la parole à Pablo. Oui, Pablo, alors racontez-nous un peu comment ce projet a germé. Raconte-nous comment ce projet a germé dans ta tête. Et à partir de cette proposition, voilà, comment les choses se sont un peu enclenchées. Alors, il faut commencer par le commencement. Henri François me parlait depuis toujours, Pablo, tu dois avoir une œuvre en Corée, etc. C'est complètement raccord avec ton esprit. Libé, qu'on aime beaucoup, était aussi, voilà, il faut faire ça. Donc arrive une vraie demande de faire quelque chose, mais une demande pas claire du tout, où il n'y avait pas un budget, où il y avait un plan, une photo de la maquette de l'endroit où, du bâtiment qui était des bâtiments qui étaient en train de se construire, une demande urgente, il fallait envoyer un dessin tout de suite. Et tellement c'est comme ça que mon premier dessin, c'était un dessin sans... Un premier jet. Oui, non, un dessin, un jet des lignes. Je me dis, bon, il y a le long de la mer, donc voilà, ça c'est l'image qui nous arrive. Et les petits points rouges, c'est l'endroit où on devrait installer l'œuvre, où il l'a imaginé. Et je n'avais pas plus de détails que ça. Mais la demande, elle était forte et insistante. Et comme Henri François avait fait l'intermédiaire et que Libé était de l'autre côté, pour moi, en dehors de m'intéresser ou pas à travailler quelque part, c'est pour moi déjà 2 références que j'aime et je voulais déjà par rapport à eux donner une réponse. Bien sûr, pas tu t'es senti invité. Même si je disais Henri François, je ne comprends rien à ce qu'il me demande. Ça n'a rien à voir avec une demande que tu as habituellement pour normalement, quand tu as une demande, tu as un programme qui est écrit. Alors, les choses qui étaient écrites en coréen, donc voilà. Mais un programme assez détaillé où il y a un budget qui est alloué. Et après, tu dois justifier ta dépense, tes honoraires, combien tu dépenses dans ceci, dans cela. C'est très décortiqué. C'est même, pour un artiste, c'est très fatigant.
Je me rappelle que voir Karine travailler sur plusieurs dossiers comme ça, de notre 1%, et c'est usant. Enfin, Bien un sûr. artiste n'est pas préparé pour ça. Un bureau de design, plutôt oui. Et comme moi, je suis entre les deux, bon, il y avait Karine, quoi. Il faut être qui aidé. regardait. Mais donc, il y avait ça. Et donc, j'envoie un dessin, mais pas un dessin pour dire c'est ça l'œuvre, mais pour établir un dialogue. C'est ça, Pour qu'ils me disent non, mais tu te moques de nous. une première, Donc, c'était. première piste. Oui, oui, mais non. C'était ça le dessin, c'est celui qu'on voit? Mettons. C'était des dessins comme ça que j'ai Possiblement. envoyés au début. Mm. Et après, ils disent non, non, peut-être des œuvres existantes. Donc, on fait une proposition avec des œuvres existantes qu'on place comme ci, comme ça. Et complètement en parallèle, moi, j'avais un projet en Corée. J'étais en train d'installer une sculpture à Séoul qui avait été commandée par un architecte d'intérieur qui s'appelle Peter Marino, que vous connaissez Qu'on sûrement connaît tous. bien. Et j'étais en train de l'installer. Je l'avais construit, j'étais en train de l'installer. Et là, je me suis dit, je prends le train et je vais à Busan pour regarder. Alors, petite anecdote belle et qui donne la qualité humaine des gens qui m'entourent. Parce que ça, si tu n'as pas la bonne qualité humaine autour, ça ne marche pas. Henri-François, je parle en Corée. Chouette, tu peux aller voir le truc. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ok, appelle Livet. Bon, je l'appelle, mais je peux l'appeler. Si tu l'appelles tout de suite, il était réveillé. Ok, je l'appelle. J'allais à l'aéroport. À l'Olivet, c'est Pablo. Oh Pablo, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, je vais à Corée. Ah, très bien. Tu viens à Busan? Oui, je pensais. Ok, tu m'appelles, je t'aide. Ok. Bon, je fais mon truc et tout d'un coup, je dégage une journée et j'appelle Pour faire le Livet voyage. et je pars à Busan. Et lui, il vient tout de suite derrière. On se retrouve à la gare, dans un café Renaissance ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on va... Et heureusement, il était là parce que non seulement il traduisait tout, mais sa présence donnait de la sérénité autour. Déjà, normalement, c'est comme ça avec lui, mais là, très particulièrement. Donc, là, je vois la taille du bâtiment, la taille du terrain, la démesure. Tout était gigantesque. Et on a un déjeuner avec la directrice de la galerie. Et je pose la question, mais c'est quoi le budget? Parce que, oui, parce que le budget, voilà. Forcément, va aussi influencer Donc, sur l'œuvre. Et elle m'a dit, combien ça coûte tout ça? Et je dis, difficile, mais tout ça quoi? Bon, bref. Et tout d'un coup, il y a un chiffre qui tombe. Et à partir de ces chiffres-là, j'ai dit, bon, avec cet argent, je peux faire ça, 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 en disant Oui, que c'était quelque plus chose facile de se s'organise. projeter. Voilà. Et là, je dis, c'est sérieux. Enfin, c'est sérieusement urgent surtout. Il faut au retour pondre un projet et l'avoir comme on aime, avec un render, tout ça. Et donc, j'ai fait mes croquis et là, je commence à mieux cibler. Et là, on fait un deuxième envoi, ou troisième, cette fois très élaboré, et on accroche. On voit que... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la demande n'était pas juste une sculpture, mais aussi une œuvre qui pouvait servir comme assise. C'était un Reynoso. Ça, moi, c'est toujours ça. Mais ils avaient exprimé quand même cette envie-là, que les gens oui, puissent s'asseoir. Oui. Et c'était évident par rapport au lieu. Par contre, jusqu'à ce moment-là, nous, on ne savait pas qu'on était dans un espèce de concours. Nous, on pensait que la galerie voulait mettre une pièce dans cet endroit-là. En Corée, puisque le 1%, c'est pour toutes les constructions privées et publiques, des agents et des galeries qui proposent des artistes pour des chantiers, c'est tous les jours. C'est pas une exception. C'est pourquoi la galerie? Non. C'est les galeries. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui font ça, qui cherchent des artistes et qui le proposent, parce qu'ils sont tous obligés de mettre des œuvres d'art. Donc, il y a une vraie dynamique. Moi, dans ma naïveté, j'avais pensé, ils aiment mon travail, ils ont un budget, ils veulent l'installer, ça rentre dans le budget, voilà. Non, il y a un concours, tu pourras les gagner ou pas, tu peux peut-être aboutir. Vous voyez, si j'avais su ça, peut-être j'aurais freiné un peu plus ou demandé un peu plus une autre démarche. Oui. Donc la fameuse délibération, c'était ni plus ni moins
que présenter à un jury un C'est projet. ça, dans une compétition. Et la galerie avait besoin de tous les docs Mhm. qui puissent permettre de montrer. Mhm. Alors, ces choses, on les a comprises grâce à Ali. c'est à l'IB, c'est aller-retour où Mm. les choses sont éclaircies. Eux, ils ont beaucoup apprécié que j'arrive tout de suite à regarder. Eh oui. Et moi, je suis tout de suite allé parce que, par amitié, par Henri-François et par l'IB, je me dis, si eux, ils disent qu'il faut que je fasse quelque chose et que je suis là, j'y vais. Voilà. Et alors, donc, cette présence physique a été bénéfique. Je crois qu'elle a été déterminante. Et qu'est-ce qui a ensuite aussi été déterminant pour justement le choix final soit bien l'œuvre de Pablo Alors, Reynoso? Comme je vous disais au début, j'envoie une idée et j'attends la réaction. En fonction de la qualité de la réaction, je mesure deux choses, la qualité de mon idée et la qualité de l'interlocuteur. Mhm. S'il pose des questions intelligentes ou me met en difficulté, c'est bien. Mhm. Si on me pose des questions idiotes, je suis face à un problème parce que je ne sais pas ce que j'ai de l'autre côté. Mhm. Donc ça, c'est pour moi, c'est typique d'un sculpteur. Vous avez une pierre, vous taillez dedans, vous connaissez la pierre, vous connaissez, vous pouvez y aller. Si vous ne savez pas comment y aller dedans, vous allez vous casser les doigts, mais vous n'allez pas avancer. La pierre est là, une logique. Vous la connaissez, vous y allez. Vous ne la connaissez pas, vous restez dehors. Voilà. Et là, les réponses commençaient à être bonnes ou meilleures. On commençait tout de suite à Ça parler des partait pas problèmes mal. physiques de Ouais. l'œuvre. Et alors là, du coup, pour moi, c'est mieux. Plus j'ai des difficultés, plus je sûr. peux donner des réponses. Des contraintes positives. Oui, parce que comme l'a dit Henri-François, il y avait un contexte environnemental, climatique, qui était très important à prendre en considération. La question que vous posez aussi, je crois, que la galerie Joyoun, dans ses délibérations, dans ce jury, avait un poids très important. Mhm. Et c'est aussi la raison pour laquelle et a pu défendre elle a pu Pablo, défendre le projet, et le parce projet. que moi, ce que j'entendais, parce que c'était pas toujours facile, on n'avait pas toujours les mêmes échos, ce que j'ai entendu très tôt, via la galerie et donc via l'IBAE, c'est que le projet était, je dirais pas acquis dès le départ, mais que c'était quand même en très très bonne voie. D'où la sollicitation, d'où je crois que la galerie avait un poids assez important dans la réalisation, dans le résultat final. Ils avaient aimé, eux et aux alentours, les propositions artistiques que je pouvais apporter. Donc, ils étaient très contents. Mais rappelle-toi, il y avait 3 artistes Mhm. qui c'était n'ont pas pas été gagné tout de retenus, français. Et donc, non, enfin, oui, mais non. Il y avait d'autres, ça, je ne savais pas. Mhm. Et après, quand j'ai avancé, les autres, c'est resté à côté. Je ne dirais pas les noms parce que ça pourrait être vexant. Pour moi, c'était tout à mon honneur, parce que c'est des artistes que je respecte beaucoup. Donc, si eux, ils n'avaient pas la vision pour cet endroit-là, c'est que chez moi, il y avait quelque chose, non de plus génial, mais de plus adapté. Oui, de plus On est juste d'accord. pour le lieu. Et alors, ensuite, comment les choses ont évolué? Parce que tu parlais justement de le fait que vous êtes rentré à un moment donné dans une discussion vraiment sur les contraintes de l'œuvre, les nécessités peut-être de répondre au risque de typhon. Le vertige était multiple, parce qu'on avait bien compris qu'il y avait une date butoir, et moi je montais mon rétro-planning pour dire, pour que ça arrive à telle date que puisse être installé. Déjà la date me paraissait irréaliste. Oui. Combien de temps en général ça prend de faire un projet, un gros projet? Un pour projet toi comme ça, je dirais qu'un an et demi, c'est bien. Donc là vous c'était 6 avez mois. compressé le temps 6 mois. de moitié, quoi. Oui, et dans une langue qui n'est pas la tienne, avec des installations, avec des normes que tu connais pas, avec une exportation qui peut prendre du temps. Un Bien sûr. bateau peut être bloqué. Oui. En 2020, ça ne se serait pas fait. En 2020, Vous êtes ça serait passé pas. quand même On est passé juste avant presque le juste à temps, cataclysme. mais en fait, à un moment donné, on a été dans un engrenage. Ce qui est sympa. Enfin, Mais vous aviez passé déjà. c'est bien le stress, étapes mais importantes. peut-être la barre était un peu forte pour le stress. Un peu haute. En fait, Rodrigo, donc. le vrai problème de ce projet, du coup, moi je travaille au studio avec mon père, Pablo. Moi c'est Rodrigo. Et en fait, le vrai problème du projet, c'est qu'on a attaqué la production
sans savoir si on avait gagné le concours, Oui. sans savoir qu'on avait un concours, sans savoir si on avait gagné le concours, et sans avoir passé les 2 délibérations. Oui. Donc, Vous avez dû plonger vraiment dedans, frontalement. En fait, on savait qu'on avait besoin de 6 Mm. mois pour faire la sculpture. Hypothétiquement, parce que c'était pas vrai, on aurait pu avoir plus, et de fait, on a dû faire un rajout après, parce qu'on l'a jamais vu monter totalement. Enfin, moi, j'ai vu monter toutes les pièces, Oui. mais papa n'a pas vu toutes les pièces monter avant qu'elles partent, par exemple. Et en fait, il y avait toutes ces choses-là qui étaient en fait un pari. C'était de parier le fait qu'on pensait qu'on avait une bonne proposition, et surtout parier sur le fait que les solutions techniques qu'on devait trouver contre les typhons allaient marcher. Et ça, c'était pas gagné, parce que quand on commençait à réfléchir sur les moyens techniques pour que la sculpture ne s'en aille pas lorsque le premier typhon allait passer, en fait, on aurait dû amener les sculptures en turbine, faire des tests et tout ça. Et en fait, c'était complètement... C'était pas du pifomètre, parce qu'on travaillait avec des gens qui savent ce qu'on fait, mais ce n'était pas testé. Oui, donc il y a eu quand même une prise de risque. C'était un peu de pifomètre, parce que c'est qu'il faut savoir que quand vous rentrez en turbine, un avion, une voiture, pour voir le comportement avec le vent, vous êtes avec une forme assez précise. Ce que j'appelle mes bigoudis ou mes spaghettis sont pas modélisables. Vous pouvez pas les modéliser. Enfin, si, vous pouvez les modéliser une fois qu'ils sont faits, mais ça vous explique pas comment ça va marcher avec le vent. Donc la solution a été réfléchir à la Tour Eiffel, tout simplement. Parce que le problème avec les grosses tempêtes, c'est la vibration de matériaux, c'est toutes les soudures pètent, surtout face à la corrosion de la mer. Donc on s'est dit, la seule manière comment ça peut tenir, c'est si tout est boulonné comme à la Tour Eiffel, que ne pas souder. Et alors du coup, quand la violence arrive, toute la structure vibre, hein. Alors après, si elle vibre et elle se met dans un rythme d'explosion, ça peut arriver, mais c'est rare, hein. Mais bon, vu la masse qu'on avait, ça allait. Et quand j'ai discuté avec des ingénieurs là-dessus, ils m'ont dit, bon, si tu boulonnes, tu as descendu 90% des problèmes, hein. Donc après, avec un peu de rationalité, on arrivait. Mais on a assumé tous ces risques, on a pris des décisions, mais surtout la première décision, c'était on commence l'œuvre sans savoir si on va la faire. On y va. Parce que si on la fait, on n'arrivera pas, le jour qu'ils vont nous dire c'est bon, ça sera trop tard de toute manière. Vous aviez vous en tête et là, nous, on s'est dit, bon, de toute manière, les sculptures, on les aime, on les mettra ailleurs, enfin, on saura faire quelque chose avec. C'est ça. Mais ça, c'est un risque. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'œuvre, pardon, juste une petite chose pour ceux qui nous écoutent, l'œuvre est donc en acier galvanisé et en pierre également. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui était compliqué, c'est qu'effectivement, Pablo était dans une grande, je dirais même pas relative, mais une grande incertitude, puisque les retours étaient très vagues. Et de l'autre côté, quand je le sentais inquiet, souvent j'appelais Libé, et qui lui, alors, à l'inverse, était d'un grand calme et d'une grande certitude. Et très rassurant. Très rassurant. Et il disait, si, il faut y aller, il faut y aller. Alors, c'est vrai que Libae connaît par définition très très bien la méthode de travail coréenne, comment ça se passe. Et c'est vrai que chaque fois, il me disait, mais rappelle Pablo et dis-lui que c'est en très bonne voie, ça va se faire. Enfin, et c'est vrai que Libae était extrêmement confiant. Si lui l'était, c'est que je pense que la galerie derrière l'était. Enfin, la chaîne de confiance remontait comme ça. Et moi, je m'en faisais l'écho. Alors, on remontait comme ça, mais de l'autre côté, Pablo n'avait pas d'éléments concrets. Voilà. C'est ça, il n'y avait pas de contrat signé et de choses ancrées dans le marbre. Là, il y a une autre personne qui n'est pas sur le strat, qui a joué un rôle énorme, c'est Mathias, mon autre fils, qui est très calé de ce point de vue contractuel, etc.,
qu'il était très nerveux au début quand je lui ai raconté ce qu'on était en train de faire, parce qu'il m'a dit, mais papa, là, il faut prendre un avocat. Je dis, non, 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 ça va être très compliqué. Et en fait, il a travaillé le contrat pour que les catastrophes naturelles ne soient pas imputées. Parce qu'une chose qui m'avait percuté quand je suis allé la première fois à Busan, on a visité le chantier, on est allé avec l'IV dans des salles de réunion de chantier, casque, tout bien, et je regarde le rétro-planning de chantier. Et je vois, tout en coréen, mais on me dit, ça c'est ta ligne, donc une petite ligne rouge tout à la fin. Et ça logique, parce que nous, on ne peut pas arriver quand tout le terre-plein est pris par des machines, donc à la fin. Et je vois, et tout s'arrête comme ça, 12 septembre, un truc comme ça. C'était zuc. Et je regarde, et j'avais beaucoup analysé déjà la zone. J'ai dit, mais et les typhons? Les typhons quoi? Ben, les typhons, où sont la variation typhon? Je ne la vois pas. On travaille tout l'été. Les typhons démarrent mi-juillet jusqu'à début septembre. Il n'y en a pas un dans votre organigramme. Comment vous faites pour finir? Parce que moi, le typhon, déjà, ça m'aurait embêté d'aller monter avec un typhon, c'est impossible. Mais j'envoyais tout par bateau. Je pouvais être pris dans la mer. C'est-à-dire, un bateau peut ne pas accoster pendant 3-4 jours parce qu'il y a le typhon, il faut attendre en eau de mer. Et quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas programmé ça, je me suis dit, voilà, là, c'est une autre culture. Tout le monde le sait, mais on ne l'écrit pas. Et moi, là, je me suis dit, nous, là, on gagne un mois. Et c'est ce qu'on a gagné. Et c'est ce qui nous manquait. Il y a eu 3 typhons, puisqu'il y en a tous les ans. Bien sûr. Ça s'est retardé. Il y a eu un accident dans le chantier, une grue est tombée, etc. Donc ça a un peu retardé. Mais toutes les assurances, puisqu'il y avait eu le typhon, ont autorisé le retard. C'est ça. Et ces retards nous permettaient, nous, d'accoster à temps. Bon. Bon, là, vous avez respiré un petit peu plus. Oui. Mais c'est marrant parce que le fait de travailler comme ça aussi, à distance, très loin, dans un pays que Pablo ne connaissait pas, il y a toujours de grosses incertitudes. Et je me souviens d'une qui a été évoquée à un moment donné. Pablo présente son projet, qui était parfait, très beau, mais Pablo n'avait pas tenu compte, et il ne pouvait pas le savoir, qu'effectivement, à Busan l'été, il fait extrêmement chaud. Et que l'acier qui était prévu, sur lequel les gens devaient s'asseoir, Pablo un jour m'appelle et me dit, tu sais, j'ai un gros problème. En Corée, on me dit que si je mets cet acier-là, ils vont se brûler les fesses. Oui, donc au dernier moment, Pablo a modifié son projet. Là, il a fallu... Oui, on peut laisser là-dessus. Alors, c'est là où il a eu l'idée. Il me dit, écoute, je n'ai qu'une solution, c'est d'aller en Italie. Non, c'était en Bourgogne. Et j'ai pris la même pierre que la pierre qui sert au pied de la Tour Eiffel. Puisque la Tour Eiffel, si vous vous souvenez bien, c'est en acier boulonné et ancré sur des très grands bassements revêtus de pierres de la Bourgogne. C'est la même que j'utilisais. Donc, la version que montre Karine maintenant, qui montrait, voilà, là, on peut laisser là-dessus. On voit l'assise, elle est en métal. Tout à fait. Et la version qu'on a fait évoluer pour aller en pierre, c'est ce qu'on a fini par faire, était une bonne idée parce que la pierre ne chauffe pas comme chauffe une pierre claire en plus, ne chauffe pas comme chauffe le métal. D'ailleurs, vous voyez dans les premières images, les gens qui ont les racines ne se décollent pas, ils ne peuvent plus se lever, ils sont sur du fer et ils y resteront à vie. Est-ce que du coup, il n'y a pas d'espace? Oui, pour les gens, c'est assez clair les endroits où on peut s'asseoir et où c'est plutôt contre-indiqué. Alors ça, c'est le propre de l'œuvre. Tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi. Tu vas aller là, t'asseoir là où il faut. Et surtout, les enfants vont aller jouer là où ils veulent, c'est-à-dire partout. Donc, c'est les deux données qu'il faut avoir tout le temps à la main. C'est comment les gens l'utilisent, comment les enfants jouent, où sont les problèmes de sécurité. Bien sûr. Tout ça, il faut tout de suite les intégrer. C'est une vraie Eux, responsabilité. ils ne me l'ont pas demandé, mais je suis sûr qu'ils l'avaient regardé, mais je n'ai pas eu ce compte-rendu-là. Oui, mais toi, tu as cette expérience de sculpture dans l'espace public et de fait, tu l'intègres dans ta réflexion. Oui, puis ce type d'œuvre, on l'avait vu d'ailleurs sur ce que tu avais fait sur le plan d'eau à Bordeaux,
ce sont des œuvres que le public et les enfants s'approprient très facilement. Et à partir du moment où le public se l'approprie, l'œuvre, elle fait vraiment partie après du paysage. Elle est totalement intégrée, elle fait partie de leur vie au quotidien. Complètement. Et donc Pablo, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ensuite les choses ont pris corps? Est-ce que tu disais tout à l'heure que il y avait eu quelques surprises, tu avais dû revoir un peu le projet. À quel moment vous avez abouti finalement au projet final? Et quand est-ce que tu as été satisfait aussi de l'œuvre? Satisfait jamais, parce que c'est un truc que j'arrive pas. Tu vois, c'est quand on finit, je dis c'est fini, mais satisfait, c'est difficile. Ce qu'il faut dire, c'est que tu n'as pas en encore été voir physiquement l'œuvre. Non, parce qu'en plus, pas pu dans le mon faire programme, avec le Covid. j'avais dit, parce qu'il fallait en même temps monter une équipe coréenne. Ça suffisait pas qu'on fasse tout en France, parce que on aurait pu tout faire ici, tout envoyer, mais on n'arrivait pas. Donc, au fur et à mesure que j'ai finisé des pièces, ça partait en Corée pour qu'ils puissent, eux, les traiter en peinture. Moi, je les galvanisais ici, et ça s'est traité en peinture là-bas. Là, on voit la galvanisation. Donc, dans un des voyages, je visite un endroit qui m'est proposé pour peindre les sculptures. C'était des carrossiers de voitures. Et moi, personnellement, j'ai l'intuition que ça ne va pas marcher avec ces gens-là. Et intuition, parce qu'aucune langue, on prenait le thé et tout ça, une fois que tu avais fini la cérémonie, voilà. Mais je ne les voyais pas, c'était des gens trop dans l'industrie. Et je fais part à la galerie, et comme contractuellement, bon, s'il s'est planté, c'était pas moi, c'était déjà l'équipe coréenne, c'était pas bon pour mon œuvre, mais au moins, j'avais pas la responsabilité civile. Et au deuxième voyage, ou à 5e, 10e, j'en sais rien, on m'a dit, bon, on va voir l'équipe de peinture, et c'est à tel endroit. J'ai dit, ah, mais on a changé, et c'était dans une ville tout proche de la ville natale de Libae. Et là, on trouve une équipe vraie. Voilà, tous ces gens-là. Un vrai espace, des gens qui ont la compréhension de l'œuvre. Donc, ils étaient spécialisés dans quoi, eux, alors? C'est des gens qui font les montages des biennales à Busan, qui travaillent pour d'autres artistes, qui sont bons, quoi. Et que tout de suite, quand tu travailles de matériaux, quand tu travailles des matériaux lourds, tu sais tout de suite si quelqu'un sait faire ou pas. Tu regardes l'atelier, tu identifies tout de suite la qualité qu'ils peuvent avoir. Et là, j'étais complètement rassuré qu'on avait un partenaire de l'autre côté. Mais bon, une fois que nous, on installait toutes les choses, moi, j'avais dit qu'il y avait des choses que je ne pouvais faire qu'une fois que l'œuvre était finie. Je devais faire des ajustements, parce qu'une chose, c'est imaginer tout ça à Paris, et l'autre chose, c'est sur place, avec les bâtiments et tout. D'autant plus que dans un chantier de cette taille-là, l'endroit où tu vas poser ton œuvre, tu ne le vois qu'à la fin, parce qu'au début, tout est chantier. C'est-à-dire tout est camion, stockage, l'air extérieur, c'est des airs à bord du chantier. Donc on ne peut intervenir et le voir physiquement que quand c'est fini, donc trop tard, quelque part. Et alors, ils étaient très pointilleux sur ce qui était leur délibération et leur décision en libération. Chose qu'on a compris par la suite, c'est que c'est vraiment, ce sont les points institutionnels, les points de loi, en quelque sorte. Et si une chose avait été entérinée en délibération et que moi, après, l'artiste voulait faire une autre chose, ce n'était pas possible. Et ce qui était plus compliqué encore de comprendre, c'est que, enfin, j'ai compris, mais je comprends pourquoi, c'est qu'ils ne faisaient pas la différence entre une image pour eux, et ça arrive partout, hein, mais là c'était assez caricatural. Une image, un render, c'est la réalité. Ah oui. Et un render, c'est tout sauf la réalité. C'est une invention 3D de quelque chose qui peut être matérialisé, mais en aucun cas, c'est la réalité. Donc pour eux, valider une image 3D virtuelle est la réalité. Et pour moi, la réalité est tout sauf l'image virtuelle qui part de la réalité. Il y a eu un petit quiproquo là. C'était tout le long. Et comme on était dans l'engrenage, il fallait. Et là, il y a eu beaucoup de Libae, beaucoup de la galerie qui ont
qui ont expliqué Oui, qu'il y avait des choses qui s'ajustaient sur place. C'est Et ça. ça, finalement, ça a été arrêté comme principe. Mhm. Mais quand on a presque fini d'installer, il fallait que je vois fini pour compléter les pièces. Et ces pièces, on les a complétées à distance, C'est ça. avec des Un photos, peu des compliqué. caméras. Ça, c'était Et pourquoi compliqué. fallait-il compléter alors? Parce que c'est un peu comme le coiffeur qui découpe les cheveux à sec. Oui. Pardon François, ça te rappellera des vieilles époques. Et ensuite, private joke. il te le sèche, il finit, et c'est là où il voit. Donc il a besoin de 2 étapes. Et nous, souvent, on a besoin de ça. On a besoin de mettre Pour que l'œuvre soit cohérente, pour que Oui. tout soit vraiment Oui, ou que quelque chose rentre en harmonieux. résonance C'est ça. avec d'autres. Il y avait des petits raccords à faire. Ouais, ouais. Pas si petits, mais des raccords, oui. Des raccords. Non, mais c'est. Mais oui. par exemple, en termes de raccords, entre les pierres, il était censé y avoir des liens pour que les gens puissent s'asseoir en hiver ou pas, ou aussi. Mhm. Et par exemple, ces liens, on les avait tous fabriqués avant de les emmener en Corée, et on les a jamais installés parce que justement, c'était un des points de délibération qui était obligatoire. C'était obligatoire de les avoir, mais on essayait de ne pas les mettre. Enfin, c'était obligatoire parce que je les avais dessinés. Donc, ils avaient aimé ça. Donc, c'était la pierre, un lien en métal, la pierre, un lien en métal, et ensuite les bigoudis. Et quand j'ai sculpté à l'atelier, je me suis dit, mais les liens en métal, c'est absurde. D'abord parce que ça va réchauffer, ils vont se rebrûler les fesses, donc on va recommencer. Et aussi parce que j'ai bloqué les passages. Mhm. Et donc tu fais une espèce comme ça, d'ellipse qui ferme et que tout est bouclé. C'est embêtant, mais c'est embêtant pour la vie sociale parce que tu arrives avec une poussette, ça bloque. Tu arrives avec une chaise roulante, ça passe pas. Tu as envie de partir vite, il faut sauter. Donc pour moi, c'était mieux d'enlever ces pièces-là. Alors c'était toute une bataille. Non, ils sont dans le dessin. Donc, ce Oula. que je fais, c'est j'ai Oui. tout fabriqué, Mhm. j'ai tout transporté, Mhm. j'ai installé et j'ai montré que je préférais Que sans ça. Que ça marchait pas. Mais Donc, il eux, fallait, ils m'ont il fallait cru à que cette je l'ai fait, épreuve que je du l'ai. réel. Moi, je pensais que Pour c'était y la meilleure arriver. manière de Mm. montrer ma bonne Mm. volonté. Moi, j'ai tout fait, Mm. mais sur le tout fait, Mm. je dis Mm. que ce fait-là, j'aime pas et que je préfère ces autres Et là, tu as eu manières. gain de cause. Oui, Mhm. mais je Mais pense que là, vraiment, je les ai. en faisant la preuve Je les ai usés. physiquement. Là, je pense que là, c'était. Et là, c'est Non, mais comme quoi, c'est ça encore prouve Livet, bien à quel point il faut Livet et être la tenace. galerie qui ont dit il y a quand même Mm. un artiste qui a une idée, c'est ça qu'il faut respecter. Mm. Et ça a Ouais. marché. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu de l'idée de cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle exprime, cette œuvre? Et qu'est-ce que tu racontes à travers cette forme qui s'étend sur 100 mètres sur la côte? Je raconte toujours un peu la même chose, Il y a non? déjà une chose quand même, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que les œuvres de Pablo, ce sont soit des œuvres de design sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir, soit des sculptures sur lesquelles on peut s'asseoir. Et là, effectivement, on est dans le deuxième cas de figure, c'est une sculpture sur laquelle on peut s'asseoir. Hein, c'est même Bien le sûr. propos même de ce projet. C'en est un peu le point de départ. Et ton inspiration, Pablo, pour cette Moi déjà, c'est que œuvre-là? dans une commande, il y a toujours ça, c'est que tu as besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté par rapport à toi. Enfin, en tout cas, moi. J'aime intégrer. S'ils m'avaient choisi, c'est qu'il y avait quelque chose qu'ils aimaient. Et qu'est-ce qu'ils aimaient dans ce que je fais? Et après, il y avait l'histoire du bâtiment. C'est un bâtiment particulier, tout fait en courbe, Mhm. où il y a 3 tours qui ont des courbes incurvées vers l'intérieur, qui sont designées pour que quand les typhons passent, les tours restent stables et qu'elles ne bougent pas trop, Mhm. ou qu'elles ne bougent pas. Donc c'est toute une étude de turbine, de passage de vent à travers les... Alors, donc ça pour moi c'était très fort et c'était une nouveauté dans la construction. Ce sont les tours les plus hautes de Busan. Elles doivent être la 2e ou 3e hauteur de la Corée qui ne cesse de monter et de battre ses propres records. Donc ça, il y avait. Ensuite, toute la rivière, tout le long de mer qui est comme ça ondulant. Donc je m'étais dit, ça c'est bien. Et comme j'avais beaucoup de surface, après elle s'est
dramatiquement réduit. Hein. Il y a eu un problème final assez marrant. Mais en tout cas, j'avais cette possibilité, donc j'avais cette envie, parce que j'ai vu les gens faire. Ils se baladent, ils s'assoient, et ça continue, ça s'assoit, ça continue. C'est vraiment la promenade des Anglaises. On y va et on y vient. C'est très agréable. Et tout au bout, il y a un tout petit port où tu achètes le poisson qui vient de monter de l'eau. On peut manger dans le port. La Corée a ça. Tu as la tradition la plus intense et ancienne à côté de la modernité plus pure. Et tu fais 1 mètre pour changer d'une situation à l'autre. Et ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, bon, je voulais être raccord avec ça. Éléments naturels. La pierre qu'on a choisie, c'est la même couleur que le sable de la plage. C'est pour ça qu'on a pris la pierre de la Bourgogne. C'est exactement la même couleur. Donc voilà, il y a ces points de contact. Oui. Et donc ça évoque le rythme aussi de la marche, de cette marche des promeneurs, comme tu disais, et en dialogue avec la mer aussi, et comme tu disais, avec l'architecture environnante. Il y a un côté vague aussi. Hein, oui, tout à fait. C'est une vague. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand on regarde tout le travail de ligne, en fait, c'est un travail d'écriture. Hein, c'est une espèce d'écriture dans l'espace et de calligraphie. Et je pense que l'œuvre, c'était même une discussion de départ, c'est vrai que ce travail de Pablo, de manière générale d'une part, et qui plus est sur cette œuvre-là, est en parfaite correspondance avec la Corée, avec l'esprit du lieu. Avec une esthétique aussi, finalement, je pense qui est ancestrale. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les échos, mais je pense que c'est une œuvre qui doit être relativement facile à lire, à comprendre, à accepter, à vivre avec, pour des Coréens. Mais justement, je me demandais, est-ce que vous avez eu des échos de la réception de l'œuvre ? On sait à quel point une œuvre d'art dans l'espace public peut être aussi source de crispation. Alors non, parce que quand on avait pratiquement fini, c'est le monde qui s'est arrêté. La pandémie est arrivée, plus de voyages, plus de rien. La Corée, c'est un des premiers pays qui ont fermé. Ils avaient fermé en janvier, nous on a fermé en mars, souvenez-vous. Et donc vous n'avez pas eu mon voyage de janvier, ça a sauté. Et après, le chantier s'est arrêté, le fameux 20 septembre n'est jamais arrivé. Et après, comment il est arrivé ? C'est des promeneurs qui m'envoient des photos. C'est ça. Oui. Et alors, c'est bien ? C'est intéressant ? Oui, c'est sympa, mais sincèrement, j'ai pas... Il manque l'expérience physique. C'est jamais la photo que j'aime. Ou voilà, s'il y avait été Rodrigo qui fait toujours les photos de toutes les œuvres, elle serait parfaite. Mais voilà, bon, là, ça c'est moi pendant l'installation qui est fait. Mais je pense que si c'était mal passé, vous le sauriez, vous l'auriez su. On serait au courant, je pense. En général, ce sont les nouvelles qui viennent à nous. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de la logistique, du transport et de l'installation ? Est-ce que ça, c'était un sujet important qui a nécessité aussi des ajustements ? Ah ben ça, c'est-à-dire que on finissait pas d'esculter qu'on avait le transporteur sur nous. J'arrivais pas à avoir une sculpture à côté de l'autre parce qu'une était déjà partie. Il y avait cette urgence vraiment de délivrer. Quand moi j'avais fait le rétroplanning, je me suis dit c'est la folie. Enfin, c'est parce que j'ai du métier que je pouvais les enchaîner. Donc vous avez envoyé en fait des éléments dès qu'ils étaient réalisés. On les appelait comme ça, non, éléments. On les appelait units. En fait, c'est ça, les unités. Et donc la sculpture, on voit, elle est composée de 4 units et elles ont voyagé. Là, on voit en fait c'est le découpage pour le transport parce que chaque sculpture n'a pas voyagé de manière complète. On découpait. Il y a, je ne sais plus, dans le premier transport, 6 pierres qui sont parties. Et c'était ressoudé sur place, c'est ça ? En fait, voilà, c'était peint, assemblé, pas de soudure. Assemblé et peint. Assemblé et peint. Mais même la production, c'était une course contre la montre parce que Pablo sculptait. Ensuite, les pierres étaient choisies, découpées parce que Pablo faisait le dessin sur les pierres. Ensuite, le métal était assemblé à la pierre. Le métal partait à la galvanisation, revenait, était réassemblé avec les pierres parce qu'il y avait une histoire de calque pour que
eux puissent de manière autonome faire des trous dans des pavés pour l'installation lumineuse en Corée. Donc il y a eu tout cet aspect-là aussi des calques. Et voilà, et ce découpage comme ça, et dès qu'une sculpture était prête, hop, elle partait, quoi. Donc c'était vraiment... On avait bloqué des bateaux, on savait dans quel bateau on rentrait. Il fallait de votre côté être extrêmement non, ça, organisé et sûr ça, de vous. c'était la folie. Parce que c'était monumental, les long. volumes, c'est ce que Voilà. on n'est pas dans des tailles confetti, hein, c'est vraiment c'est ça. c'est énorme. C'était 4 containers. Et de grande taille. 2 transports par avion aussi. Ah oui. Ah oui. Et faire confiance aussi ensuite aux équipes sur place pour l'installation, parce que là, vous n'étiez pas là à tous les moments. Pour l'installation finale, on est allé, oui, mais il y avait toute la logistique qui devait être montée. C'est-à-dire que je voyais bien, quand la galerie me posait des questions, je savais qu'ils ne connaissaient pas le mécanisme. Et quand j'avais vu l'équipe coréenne qu'on voyait tout à l'heure, je savais qu'eux, ils savaient gérer. D'ailleurs, quand les œuvres sont commencées à arriver sur le chantier, c'était magique parce que ils avaient monté tout sur des roulettes. Ça venait avec des tout petits camions qui avaient juste la place pour entrer dans cet énorme Capharnaüm, qui n'est pas Capharnaüm, parce que oui, mais un gros chantier, c'est toujours un complexe, si j'ose dire, pour être gentil. Et là, on était là, et arrivé pièce 1, pièce 2, pièce 3, camion sortait, camion 1, et on avait 3 jours ou 2 jours pendant lesquels les grosses grues du chantier intervenaient pour nous, avec d'autres choses au milieu. Donc, tout ça, ça a été... Alors, c'est là où on sent le savoir-faire coréen, parce que ça, c'était vraiment brodé. Mais là, c'était un plaisir. Moi, je finissais de boulonner un truc, je levais la tête, et il y avait le petit camion qui arrivait. Et les choses s'enchaînaient naturellement. Ah, ça, c'était... une fois que c'était lancé, c'était incroyable. Magnifique. On peut Mais vous montrer voilà. Est-ce que c'est l'installation la plus complexe que tu as eu à gérer jusqu'à présent ? Pas la plus difficile. C'est pour ça que je m'étais lancé, parce que je savais que je pouvais la faire. Mais complexe parce qu'il y avait tout ce décalage de langue culturelle, hein, où il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'il ne faut pas offenser. C'est ça, il y a des codes. Il y a des codes. On sait qu'il y a des codes, mais on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on avance... Oui, il ne s'agit pas juste de traduire la langue. Il y a d'autres choses qui ne passent pas par les mots, qui sont aussi il faut surtout écouter tout ce qui n'est pas dit, ce qui est compliqué. C'est ça, les silences. Oui. Les non-réponses, d'ailleurs. Il y a un moment qui était quand même le point de capitan de la folie de tout ça. C'est moi, depuis le début, j'ai dit... C'est quoi le passage pompier en Corée ? Quelle est la norme ? Et on m'a dit 3 mètres. Je dis à Karine, il faut écrire 3 mètres, c'est pas possible, parce que c'est une mesure trop ronde pour que ce soit une mesure pompier. Les pompiers, c'est toujours 427,2. Ou un peu comme quand vous traduisez entre inch et centimètre, ça tombe jamais. J'ai dit non, c'est pas possible. Et après, j'insiste, on m'a dit 4 mètres. Et nous, on avait travaillé avec 6 mètres. On s'était dit non, 4, c'est pas possible, c'est trop gros le truc. Et après, on nous dit 5 mètres. Et après, on arrive à 6 mètres, mais tout était déjà transporté. Et après, on nous dit 7 mètres. Et là, j'ai dit stop. Non. Vous avez dit 4 mètres, c'est ce qu'on a écrit dans tous les contrats. Moi, j'envoie pour 6 mètres. Vous ne pouvez pas être plus grand. Enfin, c'est bon. Là, je me suis dit, Pablo, tu as été bien. Et toujours les pompiers. Parce que toute personne qui a construit dans l'espace public sait que les pompiers en France, par exemple, les monuments historiques, les architectes de bâtiments de France, etc., ont de voix dominantes. Et pour raison, ils ont raison. Enfin, c'est pas... Nous, on peut le voir comme quelque chose d'embêtant, mais enfin, c'est comme ça. Et donc les pompiers, partout, c'est important. Et il y avait un endroit où c'était marqué qu'il y avait une bouche d'incendie, là où peuvent arriver pour mettre l'eau. D'accord ? Et quand on arrive à la fin,
dans cet endroit où il y avait la bouche d'incendie. Donc une sculpture d'un côté, en laissant 6 mètres et 6 mètres, de l'autre côté, ils avaient mis 10 bouches d'incendie à la place d'une sculpture. C'est-à-dire que nous, voilà. Et alors là, ce qui était prévu et l'adaptation. Là, j'ai eu un choc parce que, alors j'ai eu un choc avec l'antidote tout de suite. C'est-à-dire, je suis pas fautive. Tout mon contrat a été établi avec la première disposition où c'est écrit before, où on voit les éléments. Et là où je mis fire, dans le deuxième dessin en bas, c'est où ils sont apparus toutes les bouches d'incendie. Mais apparus, finies, complets, chrome, parfaites. Ça, le truc. Oui, puis tu t'en es rendu compte le jour où on est arrivé pour installer aussi. Voilà, là, j'ai appelé la galerie, j'ai dit, mais regardez. Et là, il y a eu un bond de panique. Est-ce que tu as la photo? Alors là, on rentre à l'hôtel. Et, on essaie de trouver une solution. J'ai commencé à dire, bon, bah, comment on fait? Parce que contractuellement, il fallait donner les 4 installations. La logique aurait été qu'une parte ailleurs. Mais ce n'était pas prévu. Ce n'était pas discuté en délibération, etc. Donc, on a senti qu'il y a eu en France, on aurait dit une grosse engueulade. Comme ça. Et pour pouvoir trouver une solution, il y avait une sculpture que je devais la retourner, changer l'ordre, intercaler une qui allait là, la mettre ici, passer une là-bas. Tout ça, on l'a décidé le soir. Bon, je trouvais que la solution était aussi bonne que la première. Très bien. Peut-être un peu trop serré tout, parce qu'on a mis 4 à la place de 3. Mais heureusement, j'avais enlevé les liens, parce que alors là, j'étais content de leur montrer que c'était très bien de ne pas mettre les liens. Mais ça a été l'improvisation totale sur dans place. Quelque chose où normalement rien n'est improvisé. Et oui, c'est ça. Normalement, ça doit être totalement anticipé. Ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est pas simple de manière générale. Ça l'est encore moins quand on n'est pas sur place et loin. Et en plus avec la barrière de la langue. Exactement. Donc effectivement, là, on avait quand même Vous avez cumulé là. De la complexité. C'est étonnant que ça ait pu être aussi bien mené. Mais bon, vous n'avez pas lâché. Pablo, tu as été quand même plusieurs fois sur place. Tes équipes aussi, Rodrigo et Karine également. Donc il y a quand même eu beaucoup aussi de volonté, de ténacité de votre part pour arriver au bout de ce projet et lui donner la forme la plus réussie. C'est aussi la richesse de ce projet-là, c'est qu'on a dû s'adapter en permanence, trouver des nouvelles solutions au fur et à mesure. Et bon, à la fin, ça fait un projet dont, bon, moi je trouve on est assez content, Pablo, voilà. Mais voilà, ça a été hyper Pablo riche sera content comme échange. quand il la verra. En vrai. Voilà, c'est ça. C'est un peu frustrant de ne pas l'avoir vu complètement. Voilà. Mais voilà, ça faisait partie de l'enseignement de ce projet. Ouais. Voilà, ouais. Oui, parce que ça a quand même défié vraiment votre méthode de travail. Là, vous étiez totalement en dehors de votre zone de confort. On l'a stressé à mort. Oui. Alors, je ne suis pas trop d'accord. Alors, ce dernier point. Une nuance. Les méthodes de travail pressées et où on commence à travailler avant d'avoir le budget, avant de recevoir un peu d'argent et tout ça, c'est complètement habituel. C'est juste l'échelle du travail a été autre. C'était une sculpture monumentale, ça on a l'habitude, mais c'était une échelle monumentale aussi. C'était la première fois qu'on faisait autant. De fait, à la fonderie, ils ont recruté des gens pour travailler avec nous. On avait à un moment 8 personnes qui travaillaient pour nous tous les jours pendant 2 mois. Samedi et dimanche. Hein. Samedi et dimanche aussi. Oui, donc quand même une œuvre un peu surdimensionnée. Voilà, c'était pharaonique, mais tout le reste... Et dans un temps réduit. Voilà, mais tout le reste, c'était à peu près normal. Et la barrière de la langue, ça vous a pas trop freiné, justement, ou frustré? Il y avait l'IB. Voilà. Non, mais je le cite tout le temps, parce que chaque fois qu'il y avait un vrai problème au téléphone, et il dit 2 secondes, je t'appelle, il revenait, t'inquiète pas, c'est comme ça, ou oui, ça, bon, ils vont faire.
Mais Donc vraiment, là, oui, l'importance dans ce genre de projet c'est- qu'il y ait une personne qui moi, c'est que connaisse parfaitement les je codes ne sais pas, Henri culturels. François, Et puis- corrige-moi, mais j'ai senti quelque chose en Corée de très particulier. C'est que tout d'un coup, il y a un groupe de gens qui sont avec vous. Mhm. Et ils sont loyaux. Enfin, ils sont là. Oui, une grande confiance. C'est pas ah non, je suis pris cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Ah, il y a les ponts. Bon, non, non, non. Tout ça, ça n'existe pas. On dit on va dîner et on se retrouve à 10 et on dîne tous. Et c'est tout le temps, il y a quelque chose de. Peut-être c'est à cause de vous, enfin vous, toi, Livet, mais j'ai aussi senti ça quand j'ai fait l'autre installation à Séoul avec d'autres équipes qui ne sont pas du tout les mêmes. Au début compliqué et tout d'un coup, on voyait que ça se mettait à tourner et c'était très agréable. Je ne sais pas, c'est un endroit où l'humain s'exprime d'une manière différente. Il y a beaucoup de retenue. Il y a beaucoup de discrétion, mais il y a beaucoup de présence quand même. Oui. C'est un mélange. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'idée a toujours été dès le départ très rassurant, Mhm. même si on ne comprenait pas toujours d'ailleurs les enjeux, mais, Mhm. et ça a créé une confiance. Mhm. Confiance. Et puis ce que disait Pablo tout à l'heure, là, quand il parlait des équipes, moi il y a une chose qui m'a toujours frappé en Corée, c'est à partir du moment où ça démarre, où on y va, c'est le professionnalisme. C'est ça. Oui, c'est ça. Ensuite, Je me souviens de l'organisation de biennales, que ce soit à Gwangju ou à Busan, justement. C'est impressionnant. Ça va très vite, c'est très... Oui, il y a une vitesse d'exécution. Et alors, une qualité d'exécution également? Parce Alors que là, être rapide, c'est bien, mais là, faut aussi que ce soit bien je fait. sais que Livet n'aime pas trop parler en public, donc on va pas lui imposer la chose, mais c'est lui qui m'a appris. Pablo, c'est très simple. La Corée, c'est un peu comme le Japon, un peu comme la Chine. On est entre les deux. C'est-à-dire que, et il continue l'anecdote, il dit en Chine, on construit une maison et après on fait les fondations. Au Japon, on construit les fondations et après on construit la maison. Et en Corée, on fait un peu les deux. Voilà. Et quand il m'a dit ça, je me dis OK, parce que moi j'avais par contre l'expérience du Japon, où c'est très très structuré. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gens, par des moments, on dirait des latino-américains comme moi, enfin, c'est pas possible. Et des fois, c'est comme ça. Ce sont peut-être un peu les latinos de l'Asie. Je pense que c'est les latinos des Asies. Un jardin japonais un jour, Libé m'avait montré qu'il y avait toute une partie du jardin qui était, c'était parfait, et puis l'autre qui était plus touffu, qui était... Et il m'avait dit, là tu vois c'est les Japonais, ça c'est les Coréens. Bah, on sait aussi à quel point les Japonais sont extrêmement créatifs également, mais c'est vrai qu'en Corée, là depuis quand même une quinzaine d'années, il y a une effervescence créative très forte et quelque chose de très libre aussi dans l'expression. Donc bon, c'est intéressant aussi de le relier à ça, peut-être une capacité aussi à un peu plus lâcher les choses. Quand j'ai compris les cet libérer. état d'esprit, je me suis senti aussi un peu plus à l'aise parce que je me suis dit, ce sont des gens que finalement vont comprendre les difficultés. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, peut-être avant de donner la parole à nos auditeurs, peut-être nos spectateurs, qui ont peut-être des questions à vous poser, est-ce que vous avez envie de conclure avec quelque chose, même si on va continuer à discuter ensemble encore? Moi, je pense que Pablo est en banque et serait prêt à recommencer aisément sa banque. Je ne sais pas si c'est le cas de Libé, mais... Alors, Pablo? Oh oui, tout projet m'enthousiasme. Non, Si ce c'était n'est à pas, refaire. ce n'est pas par rapport à la Corée, c'est par rapport à la pandémie que peut-être il y a une leçon. Parce que c'était tellement. Ça s'est arrêté tellement. Sincèrement, net, on oui. s'est arrêté juste. Bon, Mm. il m'a manqué un mois de validation, etc. Mais le gros était fait. Peut-être il faut faire très attention quand on se lance dans des projets aussi grands
du délai, justement. C'est pas parce qu'on est capable de faire l'impossible pour arriver qu'il faut le faire, parce que dans toute œuvre de l'esprit, et une sculpture est une œuvre de l'esprit, et l'esprit a une vitesse de voyage qui est aléatoire, qui n'a rien à voir avec un organigramme trop strict. Et cette part de plus qui peut donner une œuvre de l'esprit, je ne sais pas, il y a un temps de macération qui est... donc je suis content qu'on ne s'est pas planté, mais on a passé tout le long C'était tout limite. proche, et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc une prise de conscience aussi un peu de la... Oui, la parce mise, parce qu'après, un peu après tout ça, tu as le monde, mais quand je dis le monde, c'est le monde complet qui s'arrête pendant un an. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être plus importantes. Oui, donc une prise de conscience un peu de cet écosystème aussi dans lequel tu te situes. Donc oui, mais j'essaierai de voir un peu plus le timing. Comme a dit Libé, artiste, jamais content. Et en termes, là, à la fin, justement, dans le contexte de la pandémie, est-ce que des questions environnementales liées à ce projet te sont apparues ? Est-ce que tu t'es demandé dans quelle mesure est-ce que cette œuvre était peut-être avait un impact aussi écologique oui, voilà. lié Alors, au transport, là pour moi c'est la grosse leçon. Aux énergies, parce que sont des questions quand même qui ont émergé là de manière cruciale. On peut pas recommencer comme ça. Il faut si c'est la même chose, il faut tout faire en Corée. Et oui. Parce que déjà, tu as la moitié de transport, de licence que tu ne fais pas. Et ce qui oblige, de mon côté, à avoir un projet peut-être moins manuel, plus mental, qui puisse être traduit et reproduit. Parce que là, pourquoi l'avoir fait donc en partie en France ? Parce que tu voulais contrôler aussi la fabrication. Parce que le problème, c'est que je sculpte moi-même. Hein. C'est pas, c'est pas. J'y vais et j'y vais. Quand on fait un développé comme ça, je travaille toute la ligne. Donc, je suis partie plus qu'engagée de l'opération. Donc, je peux faire ça en Corée, mais trouver les équipes avec qui tu as l'habitude. Enfin, est-ce que je peux passer un an en Corée pour faire une sculpture ? Non. Donc, oui, ça, c'est des vraies questions. Moi, je pense moi, en tout cas, la pandémie, c'est une chose. La question écologique n'est pas la même. Hein. Ça, avoir des virus, on les a toujours eus. On sait bien, un peu mieux, un peu moins bien en sortie. Voilà, ça fait partie du vivant. Par contre, la responsabilité de l'humain dans l'impact de ce que se passe dans la nature, ça, elle devient de plus en plus évidente. Notre système, par exemple, de foire d'art où on montait sur 15 avions tous les 3 minutes pour aller dans 1000 trucs et on retrouvait les mêmes gens, etc. Moi, aujourd'hui, ça me paraît un peu obscène, quoi. C'est dégoûtant même. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte. Rodrigo, il freinait beaucoup plus depuis un moment, et parce qu'il appartient à la génération qui reçoit la merde qu'on leur laisse, et leur devant est un devant rempli des problèmes dont on sait qu'on ne sait pas trop bien comment faire. Nous, quand on était jeunes, nos problèmes, c'est la guerre froide, l'Est-l'Ouest, l'évolution technologique, sortir la faim, le pétrole, tout ça. Enfin, on avait un enthousiasme un peu démesuré. Mais le futur, on ne le voyait pas comme quelque chose la fin, on ne la voyait pas comme ça. Et aujourd'hui, il y a une autre conscience. Donc je pense que plus tout le monde s'engage à être un peu plus raisonnable, ça ne peut faire que du bien. Et à l'esprit aussi.
Et surtout que la collaboration avec les équipes coréennes, ça a été un peu aussi la bonne surprise. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le chantier d'installation et moi je suis venue avec la fonderie de Coubertin, on a fait le voyage ensemble et les équipes, sans parler la même langue, sans se connaître, ont commencé à travailler ensemble sur les sculptures, à monter, à pousser les pierres, à boulonner ensemble. Et en fait, la cohésion, elle s'est faite assez naturellement. Donc, dans le travail. Dans le travail, voilà. Donc, c'est vraiment le point positif de ce projet, je trouve. Et du coup... Et ça, c'est l'aventure du travail. Enfin, moi, je suis un fervent travailleur et j'adore les ateliers parce que dans les ateliers... je ne sais pas, les gens qui savent bouger les matériaux lourds, savent bouger les matériaux lourds et tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu vois tout de suite si ça se passe bien. Oui. Et quand ça se passe bien, l'humain marche bien, quoi. Et c'est quand le pilote de l'opération s'appelle Park, qui est un nom très connu en Corée. Et quand j'ai vu l'équipe de Park et Park travailler, là, j'avais plus de problème. Enfin, ça, c'était réglé. Le déplacement de la pierre. Oui. Effectivement, il faut une technique là. Donc c'est une pure traction. Wow. J'avais demandé 5 cm. Ouais. Il faut du monde. Hein. Il faut du monde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Alors, il y a un micro qui va vous être donné. Bonjour, je vous remercie pour tout ça. Et je souhaitais savoir quelle avait été l'implication concrète, essentielle ou pas, de la galerie. De la galerie. Ah, total. Pendant tout le process. Oui, total, parce que c'était nos interlocuteurs et c'est là où on pouvait parler anglais. Et c'est là où on triangulait avec Libé constamment, parce que lui aussi, il a une communication très proche. Parce que la galerie est la galerie de Libé aussi. Oui, oui. C'était des partenaires, sont des partenaires. D'ailleurs, il y a eu des problèmes et on a toujours été ensemble. C'est d'ailleurs des gens assez délicieux, hein. C'est très raffinés, avec beaucoup de compréhension pour ce que toute la problématique artistique. C'est des rapports de confiance, je dirais. Et ils avaient l'expérience de ce type de commande dans l'espace public. Non, pas de ce degré-là. C'était là où c'était compliqué parce que je voyais qu'ils ne savaient pas. Pour tout le monde, oui. Voilà, je voyais qu'ils rentraient dans quelque chose de compliqué et j'ai essayé de les conduire, de leur apprendre un peu. Il y a eu beaucoup d'endroits où techniquement je voyais qu'ils ne voyaient pas et qu'il fallait expliquer. Mais non, ils ont accompagné tout le temps. Mais ils étaient là en soutien. Oui. Moi, je pense que sans la galerie, ça ne se serait pas fait. De manière claire. Oui. Capote, ouais. Et, excusez-moi, mon autre question était concernant l'architecte du bâtiment. Est-ce que vous avez eu des relations avec lui? Est-ce que vous avez eu des réactions de sa part? Non. D'ailleurs, je ne connais pas le nom de l'architecte. Je crois que c'est un cabinet d'architectes. Dong-ho, je crois, mais je meurs. C'est Dong-ho, je crois, mais je ne suis pas sûre du tout. Oui, mais de quel pays c'était Je crois que c'est... je préfère pas m'avancer, je me souviens pas exactement. Il y avait, dans ce bâtiment, il n'y a pas l'identité de l'architecte aussi marquée que dans d'autres qu'il y a en Corée, où dit c'est le bâtiment de Renzo Piano qui est en train d'être fait, etc. Là, c'était vraiment un gros consortium et une grosse partie d'ingénieurs, donc c'est pas la même chose. Mais le bâtiment, il s'appelle The Sharp, le pointu. Oui, voilà. Et on avait par contre, un interlocuteur était le propriétaire du bâtiment, celui qui le promoteur, oui. D'accord, merci beaucoup. Et moi... Ah voilà. Ok. Une autre question.
Oui, j'ai une question à propos de, comme on parlait de l'aspect écologique, Oui. un peu avec la pandémie. Est-ce que vous avez une certaine conception de la durabilité de vos œuvres en termes de... Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais en Corée, on construit très vite, on détruit très vite, le paysage change très vite d'ailleurs. Enfin, même à Haeundae, qui était une plage pas aussi populée, touristique, je pense, il y a 50 ans, et qui s'est développée d'une vitesse incroyable. Est-ce que vous pensez à cela quand vous commencez à concevoir un projet in situ? Et par exemple, est-ce que vous imaginez que le paysage de Haeundae pourrait changer et placer vos œuvres dans un contexte totalement différent si vos œuvres vont perdurer, c'est-à-dire tous ces changements-là? C'est une très bonne question parce que je n'avais pas pensé ça. Et, enfin, je pense toujours l'œuvre par rapport à son contexte, mais on a du mal à penser que c'est le contexte qui va changer. J'ai des œuvres dans une île en Argentine, qui est un endroit incroyable, où en fait le contexte change tout le temps. Et alors du coup, les œuvres ne résonnent pas de la même manière. Donc quand j'ai fait cette œuvre, je n'ai pas pensé qu'elle pouvait bouger, parce que tout me semblait être implacablement fixe. Mais au fur et à mesure qu'on allait en Corée, je me suis bien rendu compte que ce qui était comme ça, dans 2 ans, ça pouvait être comme ça. D'ailleurs, l'espace qui a été alloué à la sculpture, où on a installé, tout d'un coup est apparu, il y a quelques mois, un parking de vélo qui rentre en confusion avec l'œuvre, des tas de luminaires qui n'étaient pas dans les plans. Donc, j'ai bien vu que la notion de fixité que nous, habitant à Paris, par exemple, on peut avoir par rapport à, là, les tons sont... oui, ça n'a rien à voir. Mais la durabilité de l'œuvre, ce qui est mon engagement par rapport aux matériaux que j'utilise, là, oui, là, je sais que ça tient, que ça respecte, que ça dure, etc., qu'on peut faire confiance à ces matériaux-là. Là, oui, je ne fais pas quelque chose qui va se détruire en 2 secondes, à moins que ce soit exprès, que ce soit l'idée artistique de... Oui, c'est pensé comme une œuvre pérenne. Oui. Merci. C'est moi. Et j'avais une question pour rebondir sur ce que vous dites. Comment l'œuvre va résonner au regard aussi d'autres œuvres publiques, enfin en tout cas installées dans l'espace public, donc à cet endroit, puisque on sait voilà, j'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être pas dans le secteur exact où l'œuvre est installée, mais comment ça va dialoguer? Parce qu'on parlait en préambule du fait qu'il y avait une esthétique aussi particulière dans cette œuvre, voilà, qui résonne avec l'image de la calligraphie, par exemple. Quelles sont les autres œuvres qui existent à Busan dans l'espace public? Par rapport à l'espace public, oui, je parle si elle va dialoguer avec... Comment ça va résonner avec d'autres sculptures ou peut-être peintures qui sont sur... les murs des bâtiments. Je pense que c'est tellement mélangé, oui. Il y a tellement peu d'unités que ça va apporter voilà, sa part, que ça fait une particularité de plus à la chose. Ouais. Oui. Non, c'est pas comme dans un parc où tout a été calculé, où on met une chose à côté de l'autre. Non, ça c'est pas comme ça. Plutôt dans un collage. Et la raison, parce que on fait un grand truc, et après il y a un autre investissement qui s'est fait, et ça disparaît, ça se construit voilà. un autre. Sans compter que la nature, je veux dire, les typhons détruisent énormément. Quand il y a un typhon, il y a souvent une maison qui part. Oui. Et ah non, la mienne, c'est pas parti. Et on le sait. Oui, on le sait. Et, ça fait partie de la vie. Et pour ça, on les construit en léger aussi. Beaucoup en bois, parce que, bon, après, on reconstruit. Oui. Donc c'est une sorte d'impermanence qui fait partie du quotidien. Oui, je ne sais pas, en architecture japonaise, même l'architecture traditionnelle coréenne, elle est en bois, et si la maison a brûlé, on la refait l'identique. Et c'est toujours la même maison. On ne dit pas c'est ma deuxième maison, ma troisième, c'est la maison qui a suivi un passage au feu, et ensuite elle se rétablit. Elisabeth, vous aviez une question? Oui, je suis époustouflée
On m'entend là ? Je suis époustouflée par la réalisation, mais surtout par la prise de risque à tous les niveaux, c'est-à-dire financier, et aussi, si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que tu aurais fait des pièces qui existantes, que tu avais déjà commencé, d'après ce que j'ai compris. Si la commande n'avait pas abouti, comme vous aviez déjà commencé à produire. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure que tu avais en tête que possiblement, voilà, ça pouvait... Le risque financier, puis je voulais aussi poser une question par rapport à la nuit. Est-ce que tu as pensé de quelle façon se voyait cette sculpture la nuit ? Oui. Bon, on n'a pas mis les images, mais on a fait tout un travail d'éclairage qui d'ailleurs a été fait par eux. Nous, on a donné les indications. Mais ton premier point, c'est un peu ma folie. Hein. Disons que moi... C'est jamais pensé. Non, si, c'est calculé, mais moi je dis du moment où on peut vivre, manger, ça va, le reste. Et je me dis, bon, si ça s'arrête, j'ai une dette. Donc moi, c'était plus la dette, jusqu'à quel niveau j'étais capable de la supporter. Parce que tout ce qui était produit, moi je le reproduis après, c'est mon œuvre, donc ça sera une autre sculpture. J'étais content de ce que j'étais en train de faire, j'avais envie de le faire. En fait, chaque défi, ou chaque projet est une opportunité de s'exprimer à nouveau, de prendre la parole et peut-être autrement. Donc plus j'ai des opportunités, plus je peux développer cette parole et comprendre le langage que je suis en train de faire. Ici, jusqu'à un certain point, moi c'était plus petit, plus jeune, est-ce que c'est le coût de ma maison ? Donc si ça va jusqu'à la maison, ça va parce que je la vends et au moins j'ai plus de dettes. D'accord ? Mais ça, j'ai raisonné comme ça pendant des années, ce qui est peut-être pas très raisonnable. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui raisonnent comme toi. Tu as une vie, donc il faut la faire pendant que tu es en vie. Et ici, je mesurais le risque, je m'étais dit, ça va être très lourd, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Tu aurais peut-être pu essayer de la revendre à la promenade des Anglais ou à la Baule. C'est compliqué. Et quelle est la place de cette œuvre par rapport à d'autres œuvres dans l'espace public que tu as réalisées, que ce soit dans le sud de la France ou à Londres, là, récemment ? Elle est un peu le pendant français des œuvres que j'ai installées au bord de la Saône, à Lyon. Car en distance, on est à peu près similaires. Ça a été un chantier assez rapide, mais bon, avec toute la facilité de le faire ici. Mais l'œuvre de Lyon, elle prend l'eau, c'est-à-dire qu'elle va être submergée par la Saône en moyenne 3 mois par an. Pas 3 mois d'affilée, c'est-à-dire que l'eau va monter, va partir, va monter, va partir. Et donc, il y en a une qui se prend l'eau et l'autre qui se prend le vent. Donc moi je sais que pendant qu'il y a une qui prend le vent, l'autre prend le vent. Voilà, moi je les vois un peu comme ça, comme c'est drôle. D'ailleurs, premier typhon, on s'est appelé tout de suite. Et allô, typhon, oui, alors ? Non, pas de problème. Livet, pas de problème. Ok, parce qu'on pensait que... C'était le crash test. Hein. Ah oui, deuxième typhon, pas de problème. Bon, voilà. Parce qu'un typhon, c'est un typhon, hein, c'est 250 km à l'heure. On est en front de mer, donc on se le prend total. Hein, il n'y a pas de protection. Non, voilà. Mais donc voilà, c'est un peu ça. J'ai une qui est couverte pendant la neige. Donc je les sens. C'est un peu comme tes petits, non ? Tu dis, ah ben voilà, il est bien habillé, il a mis le manteau, il ne va pas avoir froid. Ou putain, il est parti faire du sport, il pleut, il va rentrer quand ? C'est un peu ça. Et par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait que cette œuvre, elle va vivre avec les usagers, avec voilà, toutes les personnes qui vont l'escalader, l'abîmer peut-être, l'admirer aussi, mais en tout cas, il va y avoir des choses vont se passer, imprévues certainement. Entretien, c'est ça le... Est-ce que ça t'affecte quand tu vois qu'une de tes œuvres a été justement un peu maltraitée
en fait, et qu'elle Oui, elle s'est dégradée avec le temps. Ça m'affecte, mais je m'en veux à moi-même de ne pas avoir prévu assez ce qui pouvait se passer. Mais bon, il y a une partie qui nous échappe D'imprévisible. complètement. C'est assez bien fait, ça doit tenir, mais il faut rentrer l'idée que certains types d'œuvres dans l'espace public, ils ont besoin d'un entretien. Quand on a fait les œuvres pour Lyon, je n'étais pas le seul artiste, on était une vingtaine, et pour faire le projet, la région et la ville de Lyon ont alloué dans le budget annuel un budget d'entretien pour les œuvres. Après, ces budgets peuvent être coupés, etc. Mais en tout cas, dans l'intention, on met une œuvre dans l'espace public et il faut qu'il y ait un budget d'entretien qui vient avec. Si vous mettez une œuvre, ça arrive beaucoup en Argentine par exemple, vous mettez une œuvre dans l'espace public, après on l'oublie, et qu'est-ce qui lui arrive? Elle tombe. Voilà. Et là, l'œuvre de l'espace public, elle donne au public, mais il faut lui donner quelque chose à l'œuvre pour qu'elle puisse être toujours opérationnelle. Vous achetez un appartement à Paris, vous avez un ravalement de façade l'année d'après. Et oui, la mairie exige que les façades, tous les 10, 15, selon l'état qu'elles ont, qu'il y ait un ravalement de façade parce qu'elle peut être dangereux, etc. Donc, vous faites une façade pour toujours, mais vous savez qu'au bout de 10 ans, il faut... voilà, ça va avec. Les gens le savent, mais quand c'est écrit, c'est mieux. Et par rapport aux sculptures que tu réalises, qui elles ne sont pas fonctionnelles, il y a bien sûr une grande différence entre ce type de projet. Il y a pas, parce que quand il n'y a pas de fonction, c'est que je l'ai enlevé, je l'ai l'idée. Donc, j'ai joué déjà. Enfin, je sais que je ne l'ai pas mise. Tu t'assois là et je t'avais fait des bigoudis, je sais que tu ne vas pas pouvoir. Donc, moi, j'ai anticipé cette opération. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Oui. Et sinon, il y a quelque chose de particulier qui est venu grâce à l'œuvre de la Corée et que je compte suivre, c'est le mélange de deux matériaux, comme la pierre et le métal. C'est que je n'avais pas fait. Il pouvait y avoir une pierre pour un socle, mais là, ce n'est pas ça. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est deux métiers que je connais très bien. Moi, j'ai fait, quand j'étais jeune, j'ai fait de cours d'extraction du marbre dans les carrières, par exemple. Je sais sortir... vous savez peut-être pas, mais moi je sais sortir un bloc de marbre d'une carrière. Non, on ne sait pas, non. Voilà. Je te le confirme. Henri-François, non. Non, on ne pratique pas vraiment au quotidien. Non. Voilà. On aimerait bien. Hein. Donc moi je sais prendre 30 tonnes d'une montagne. C'est chouette. Hein. Et là, quand on est allé à la carrière, on est allé avec Karine, on est allé avec Rodrigo. Je ne sais pas vous ce que vous pensez, mais moi j'étais complètement à l'aise. Pour moi, c'était un endroit où je jouais, quoi. Ah oui. Un terrain de jeu. Ah oui, quand tu vois venir un grand camion avec la pierre que tu as choisie, tu la coupes en deux, elle arrive à la fonderie derrière. Enfin, c'est quand même... Oui, donc tout ce côté titanesque du projet, finalement, pour moi, c'est pas titanesque, c'est vraiment mon préau. Oui, c'est là où j'aime bien jouer. Oui, c'est ça. Moi, mais jouer, c'est comme ça. Avec des choses qui résistent, hein, parce que la pierre comme le métal, ça résiste aussi. Hein. Ce sont quand même des matériaux qui... C'est des gros jouets. Et c'est ça, c'est à la fois c'est gros et puis il y a du répondant en face. Il faut quand même avoir un petit peu de maîtrise, un peu de contrôle de ça. Rodrigo, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, j'allais faire une blague. Le titanesque, c'est les factures. C'est vrai. Ça fait partie du jeu aussi. Henri-François, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à nous Non, je trouve que finalement, compte tenu de tout ce qui s'est passé, en fait, à l'arrivée, c'est bien. C'est un joli projet. Ça aurait très bien pu ne pas aboutir. Un tour de force quand même. Voilà. Il est en place. L'œuvre est splendide. Manifestement, elle est bien reçue. Ça se passe bien. C'est inespéré, je pense. Ouais. Donc, je pense qu'on peut tous vous féliciter. Oui. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que la sculpture est une œuvre de l'esprit, effectivement. Merci. Et que chaque défi est une occasion de prendre la parole.
Vous parliez des difficultés rencontrées liées au fait de ne pas être sur place en permanence. Comment est-ce qu'on arrive justement à finalement faire respecter, à imposer en quelque sorte l'idée artistique qu'on a à l'origine quand on a une partie qui relève forcément d'une exécution par des artisans extérieurs, et là avec la contrainte en plus internationale? Il faut se mettre à la place d'un compositeur de musique qui imagine une musique et qui sait que ce ne sera pas lui qui va pouvoir jouer tous les instruments, ni peut-être pas jouer du tout. Ou il faut se mettre à la place d'un directeur d'orchestre qui connaît la partition, qui sait ce qu'il veut exprimer, qu'il a fait une lecture de l'œuvre écrite, et il va donner à chaque musicien l'esprit de comment il veut que cette musique soit jouée. Donc, dans notre rôle de création, surtout dans le design ou dans la sculpture que je pratique, on a souvent cette espèce de 3 hiérarchies qui vont ensemble, à savoir le plan général, ensuite la manière d'exécuter et qui sont les exécutants. Mais les meilleurs exécutants vous rendent mieux service. Enfin, vous êtes jugé par le pire de vos exécutants. Donc quand vous avez un très mauvais, c'est vous qui êtes mauvais. Donc là, il faut éliminer cette chose. Si vous avez, encore en chef d'orchestre, si vous avez un premier violon que ça va, mais c'est le violoncelle qui est incroyable, appuyez-vous sur le violoncelle. Dans la partition, il y aura moyen de peut-être le calmer un peu pour éviter cette hésitation, même s'il est peut-être parce qu'il est premier violon, parce que ça fait longtemps qu'il il est monté en grade, mais il n'a jamais eu la flamme, et vous avez 3 flamboyants dans votre orchestre. Déjà, peut-être vous pouvez choisir la partition qui va s'harmoniser mieux avec cette équipe. Donc c'est ça un peu notre rôle, puisque le fil intérieur, il est tendu. Et nous, c'est le faire résonner. Et il y a aussi la force de l'œuvre en tant que telle, qui aussi porte l'ensemble. Quand ça entraîne, quand il y a l'effet d'entraînement par l'œuvre et les gens qui exécutent, c'est génial. C'est le moment où la matière prend. C'est ça. Donc il faut aussi, à un moment donné, faire confiance il y a aussi à l'œuvre. Un aspect qu'on ne mentionne pas, mais c'est la lecture des autres. Par exemple, avec Rodrigo, il joue souvent un rôle de direction artistique chez moi, parce que c'est peut-être le seul qui me rentre carrément dedans et me dit non, ça va pas du tout. Et parfois, bon, j'ai du mal parce que parfois je suis pas d'accord. Je dois lui démontrer que j'ai mes raisons. Et il le fait très bien. Et parfois, oui, ça il le pousse touche un point, tu vois. Oui, donc, ça fait germer parfois il faut idées, être oui. très je dirais, il faut être très exagéré, mais extrêmement modeste en même temps. C'est un mélange de cette folie. Oui, Elisabeth, tu as raison, c'est une folie de se lancer comme ça. Mais en même temps, il faut savoir écouter où ça va pas, quoi. Parce que sinon, tu passes tout le fer rouge. Et après, savoir prendre quelques mètres de recul pour regarder justement un peu l'œuvre en train de se faire. Tu n'as parfois pas le mètre de recul, mais il faut que tu as l'esprit, parce que ces œuvres, tu le mets comme ça va. Tu le mets comme ça va plus. C'est ça. Oui, c'est très subtil en fait. Un trait, tu disais pourquoi je trouvais que c'était ça qu'il fallait faire en Corée. Parce qu'ils ont un art de l'écriture, de la calligraphie. Parce que mes références coréennes, c'est Livet qu'on cite tout le temps là, mais parce que c'est vrai. Mais quand on pense au travail de Livet, il est sur la ligne. Donc, il y a ces affinités. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette grande question et de ce beau projet. En tout cas, merci à tous et bravo. Merci à toi. Pour ce travail. Merci.